Thierry, toi, tu es à Chambéry actuellement dans la neige. Oui, la neige qui commence à fondre aujourd'hui. Oui, oui, mais on a eu un gros, on appelle un tachon, beaucoup de neige ces temps-ci sur Chambéry. C'est vrai que là, les conditions, bon, météo sont favorables pour sortir, mais défavorables pour faire de la neige, qu'il y a de grosses avalanches qui se font en ce moment. Je te remercie de m'avoir envoyé un CV. C'est ainsi que j'ai quand même appris que tu es né. Tu n'es pas savoyard, tu es Non, un savoyard d'adoption. C'est bien tout ça? à fait. Je suis iconé. Je suis né dans Lyon, Voilà, à Sens, tu m'as dit, à hein? Sens, voilà. Et Et j'ai vécu puis, dans un tout petit village qui est juste à côté de Sens, entre Sens et Troyes, qu'on appelle la Champagne Pouilleuse. Il y avait des vignes avant. Quand j'étais gamin, on voyait des vignes, hein. Mais maintenant, il n'y a plus rien. C'est une autoroute qui passe. Voilà. La modernisation a fait que toutes ces vignes, ces pommiers aussi, qu'on buvait du cidre à la maison, mais tout ça, ça n'existe plus. mais l'autoroute a vraiment traversé cette région parce qu'on y passe quand on va, bien sûr, entre Paris et le sud. Moi, je passe souvent dans Hum. cette région de Sens. Et Ouais. effectivement, tu dis que l'autoroute a pris beaucoup sur les terres agricoles. Alors, c'est pas la même autoroute, c'est celle qui va du côté de Troyes à Dijon, c'est la A5 qui traverse cette région. Oui, que je connais bien parce que j'ai travaillé un peu à Dijon. Voilà, donc maintenant ils ont fait une autoroute qui part de Paris, qui va à Troyes et Dijon. Et comparé à l'A6 dont tu parles, qui descend à Auxerre et après dans le sud de la France. Bon, alors, on va passer à tes études en électronique. Ça, c'est quand tu étais, Oui. je suppose, au lycée et ensuite à l'université. Non, lycée, je me suis arrêté au lycée, j'ai fait un CAP, le BEP, je n'ai pas réussi à l'avoir. Donc, non, je ne suis pas un fan de l'école, j'étais pas bon à l'école. Voilà. Oui, mais alors, j'ai vu que tu as exercé un métier donc, que je ne connaissais même pas, Ouais, topographe en géophysique. c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, topographe en géophysique? On va l'expliquer un peu à nos auditeurs. Oui, alors la topographie en géophysique, c'est les recherches préliminaires pour trouver les poches de pétrole ou de gaz. Donc, c'est un système sismique. Donc, moi, mon rôle, c'était de faire des sillons sur une carte, mais des sillons au centimètre près. Et on mettait des piquets numérotés et les camions vibrateurs, comme on peut des fois trouver en géophysique, hein, faisaient vibrer Terre et la résonance de la Terre venait au sismographe qui était sur le site et on pouvait détecter des poches de pétrole, de gaz, d'eau aussi, on arrivait à faire ça pour les compagnies pétrolières. Là, je travaillais pour les compagnies pétrolières, c'était Elf avant. Oui. Et il y a une compagnie BP aussi qui était venue. J'ai fait beaucoup. Ma campagne, quand j'étais dans ce domaine-là, c'était la région parisienne. Ouais, j'ai beaucoup travaillé dans la région parisienne. Et on avait trouvé une grosse poche de pétrole pour Total vers Melun. Et alors, est-ce qu'elle a été exploitée? Elle a été exploitée et j'ai entendu parler récemment, je crois que c'est du côté de Fontainebleau, il y a des réticences pour que Total refasse des forages. Ah, Donc, les études qui ont été faites en 84, quand j'étais 85, euh, n'ont pas toutes été exploitées, mais on se rend compte que là, en ce moment, le manque de pétrole peut-être va faire que la Total veut essayer de refaire ses forages. Et il y avait une étude préliminaire sous Paris, mais là, après, j'ai quitté l'entreprise. Mais sous Paris aussi, il y avait une étude préliminaire pour faire du forage. Mais la complexité de ce forage est qu'on ne peut pas le faire verticalement. Il faut le faire horizontalement et les techniques ne sont pas encore assez développées pour alors faire ça. qu'elles le sont aujourd'hui. Ben, latéralement, plus ou moins, parce que là, c'est sous l'habitation. Quand c'est en Oui. milieu naturel, on peut vraiment le faire, mais la sous-habitation, c'est un peu plus risqué. Parce que j'ai appris que Total, justement, au Liban, mais alors là, c'est effectivement sous-marin, essaie de développer cette technique, justement, puisqu'il y a des rivalités entre les domaines maritimes d'Israël, du Liban, de Chypre, et il Ouais, essaie de développer cette technique. d'accord. On espère qu'il ne va pas trop la développer parce qu'on n'est pas tellement d'accord, nous, avec Total. Non, Greenpeace, on n'est pas tellement d'accord avec Total et puis même les autres compagnies pétrolières. Hein, c'est pas une histoire
que de Total. Mais c'est vrai qu'on est contre l'exploitation pétrolière dans son ensemble. Tout à fait. Alors en 1985, tu quittes donc les compagnies pétrolières, je crois, et puis tu rentres à la SNCF. Je rentre à SNCF. J'avais postulé à la sortie de l'école. Et bon, j'ai fait mon audition, comme on fait tout le temps. Et j'avais dit peut-être dans 1 an, 2 ans, il y aura peut-être un poste à pouvoir. Mais pour l'instant, il n'y avait rien du tout. Donc c'est pour ça qu'en attendant, j'ai passé ce test pour passer topographe en géophysique. Donc je rentre à la SNCF en 1985 dans l'établissement au lot malaisien. Et alors pourquoi tu choisis la SNCF? Tu avais déjà des parents qui travaillaient justement dans le Non, transport ou... maintenant c'était le côté électronique. Là, on faisait la réparation de tout ce qui était les radios qu'on trouve dans les locomotives et aussi sur les quais en informatique et électronique. C'était la branche électronique qui m'a amené à la SNCF. Et il y avait une petite annonce dans mon lycée où j'ai étudié. La SNCF recherche des agents puis en électronique et j'avais postulé pour ce poste et qui s'est déroulé après 1 an et demi plus tard. Alors tu restes bientôt, tu vas être nommé à Chambéry. Et c'est là, c'est la SNCF qui t'envoie à Chambéry. Ah, c'est un peu l'amour de la Savoie que j'ai connu quand j'étais adolescent avec ma tante. On partait souvent l'été faire en vacances dans le Beaufortin. Et l'amour de la montagne m'a fait revenir dans, 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 les, dans les lieux de la montagne à Chambéry. Ouais. Et alors quand tu rentres à la SNCF, c'est le milieu des cheminots. Oui, C'est un milieu qui bouge beaucoup, où il y a quand même eu des organisations de grève historiques. tout à fait. Donc, Ouais. est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'engages dans le syndicalisme? Alors, j'étais sympathisant à la CFDT et bon, militant un peu. Mais c'est vrai que, comme je te l'ai écrit, la première année, nous, à la SNCF, tout agent rentrant à la SNCF ne doit pas faire grève, parce que Ah, ça peut être mal vu, parce on est pas commissionné la première année, on est à l'essai. Et au bout d'1 an, on est commissionné. Donc, faut comme le terme, il faut se tenir tranquille pendant 1 an, puis après, on a toute la vie pour militer. Et c'est là où j'ai connu des militants CGT et CFDT, mais je me suis plus rapproché de la CFDT, qui était moins, je veux dire, la CGT venait toujours faire de la promotion de leur syndicat, alors que la CFDT, c'était plutôt la lutte. Et c'était un peu ça qui a lancé. et alors là, est-ce que déjà avec la CFDT, tu as connu des grèves, parce qu'il y en a eu pas mal. À la SNCF, c'était souvent Oui, les moteurs, même en France, des grèves. Hein, ça allait rester plus ou moins. oui. Est-ce que déjà avec la CFDT, il y a eu des mouvements auxquels tu as pu participer? Non, parce qu'après, bon, à 85, il y a les gros mouvements, mais là, 85-86, où là, bon, j'ai pas pu participer en tant que militant, je veux dire comme ça, hein, parce que j'ai pas le droit de bouger en attendant mon commissionnement. Et après, ce laps de temps entre 85 et 88, il n'y a pas eu tellement de mouvements de grève. Et après, de 88 et au-delà, oui, il y a eu des mouvements de grève qui se sont propagés avec, je crois que c'était Jospin Mhm. et Juppé surtout. Et oui, mais là, ce laps de temps, non, il n'y a pas eu tellement de grève. Et donc, on n'a pas eu besoin de militer autre mesure que dans nos vies de tous les jours, c'est-à-dire pour les collègues. Alors, comment tu passes de la CFDT à Sudrail, la Ah, bah, création de grâce à Sudrail? Madame Not- Parce que là, c'est plus Oui, intéressant. Il y a eu des problèmes dans la oui. CFDT. Ah, oui, bah, grâce à Nicole Notat qui avait demandé en 95 au mouvement dont la CNCF faisait partie d'arrêter la grève et de retourner au travail. Nous, on n'a pas du tout accepté. Ça faisait plus d'1 mois qu'on était en grève. Oui, je crois 25 jours. On ne pouvait pas laisser tomber le mouvement juste par un claquement de doigts de Madame Notat. Donc, beaucoup de militants de la CFDT ont quitté ce syndicat. Et d'autres syndicats s'étaient déjà créés, c'était SUDPTT et SUD Éducation. Et via les connaissances, Sudrail s'est créé dans ce domaine-là.
Et donc à Chambéry, comme dans 25 autres villes en France, des groupes sud se sont créés. Mais tu as été un des premiers alors à aller à Sud ou à Sur la Chambéry, SNC? sur Chambéry, on était 40, avoir quitté la CFDT et avoir rejoint Sudrail. Mais c'est énorme, J'étais 40. pas là. Ah oui, oui, oui. Bah, la défection du mot d'ordre de dire, bah, allez hop, vous retournez tous au travail, a été énorme. Ah oui, oui. Et après, Mais on l'a alors, rencontré dans les années futures avec des mouvements ou des agents de la CGT. On quittait aussi la CGT parce qu'ils n'étaient pas du tout d'accord et on rejoint aussi Sudrail. Le désaccord a fait que le, le mot d'ordre solidaire, qui est le mot d'ordre de Sud, hein, euh, rejoint bien la pensée de tous les militants. On n'est pas dans un système pyramidal, c'est-à-dire c'est la tête qui décide pour la base, mais la tête nous dit voilà, il y a un dossier qui a été mis dans nos mains, qu'est-ce que vous en pensez? On a un délai d'une semaine, 15 jours, pour que les militants, tous les militants, puissent se prononcer et on fait remonter tout cela à la tête nationale qui après donne son avis, donne ah, l'avis des militants. donc toi, tu es toujours à Solidaire pour l'instant. Je suis toujours à Sudrail et toujours à Solidaire aussi, oui, oui. Et est-ce que tu es Et, satisfait du fonctionnement de Solidaire? J'ai l'impression qu'il est plus démocratique. oui, oui, c'est un mouvement démocratique, donc ça me convient tout à fait. Oui. Où la base a le pouvoir de faire bouger la tête. Ça, c'est une chose que même en politique, ça n'existe pas. Est-ce que tu as connu Christian Mailleux là à Sudrail? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que Christian Christian, Mailleux te connaît très bien. c'est bien qu'il ait les souvenirs de moi. Donc voilà, des gens qui marquent, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas croisé Christian. Ouais. Et tu auras l'occasion quand tu reviendras à Paris, on fait des réunions. On en reparlera tout à l'heure. Bon, D'accord. donc, Merci d'avoir parlé de moi à Christian, que Christian soit souvenu de moi. Oui, oui. ah oui, il se Ben, j'ai souvient. un peu maintenant repris sa coiffure à Christian. J'ai les cheveux longs, alors qu'avant, je n'avais pas les cheveux longs. J'espère que Ah lui, bon. il n'a pas changé de coiffure non plus dans l'autre sens, qu'il s'est fait couper Non, non, les non, non, cheveux. il n'a pas changé. Ouais, ouais, Et ouais. nous travaillons beaucoup avec lui actuellement. On est très content à l'Union pacifiste de travailler avec Christian. Il nous apporte D'accord. Ouais. beaucoup. Il nous apporte Ouais. beaucoup. Alors, donc là, tu crées aussi un collectif savoyard. C'est-à-dire que tu es syndicaliste, donc dans ton Oui, métier, mais en même oui, temps, tu continues à agir dans la société, si on peut dire, parce que ouais. Oui, bien sûr. tu te Oui. contentes pas simplement des gens de ton métier, j'ai l'impression. Non, non, non. Non, parce que je veux dire, le militantisme, il peut être syndicaliste et social. Et moi, j'arrive avec le temps qui nous est donné, hein, d'allier les deux. Et il faut que ce soit une mixtitude de, de militants. Parce que si on reste dans sa branche, veux dire, que professionnelle, on, on part de ce que touche la société dans sa globalité, c'est-à-dire le social et et le travail. Parce qu'on se rend compte que certains sont au chômage, mais ils ont de très bonnes idées. Ils peuvent très bien militer. Et c'est pas parce qu'on a un travail qu'on a un pouvoir supérieur à une personne qui n'a pas forcément de travail. Donc oui, il faut être au niveau social et professionnel, militant. Alors tu me dis que tu as créé un collectif savoyard contre le racisme et la haine. Alors, je ne l'ai pas créé, non, non, je l'ai rejoint. Je l'ai Tu l'as rejoint, oui. rejoint. Oui, oui, oui. Et pourquoi? Parce que tu as constaté donc que dans cette région, comme dans beaucoup de pays, il Oui, y a du racisme et de la haine. tout à fait, oui. Et c'est les égalités. Moi, je me base sur l'égalité des hommes et des femmes dans la société. On n'a pas à dénigrer une personne selon sa couleur, sa religion. On est tous hommes ou femmes. Et c'est ça qui est très important. Donc, on n'a pas. C'est pour ça que j'ai rejoint ce collectif qui est toujours actif, mais moi, je suis un peu moins dans ce collectif, hein, pour tout dire. Hein.
Mais Et il puis faut dire que sans, la Savoie a été toujours un endroit de passage entre oui, l'Italie, la France. la Déjà, quand France, les ouais. Italiens venaient, ils étaient très mal vus. Bon, et Oui. maintenant, est-ce qu'il y a encore des cas comme ça que tu constates en Savoie? Alors, nous, maintenant, bah, avec l'immigration qui vient de l'Italie, hein, tous les réfugiés qui accostent en Italie passent aussi en Savoie, obligatoirement. Donc, il y a un collectif, hein, RESF, sur Chambéry, pour accueillir justement les migrants et migrants mineurs aussi, hein, sur la Savoie, bien sûr. Ça existe toujours. Ouais. Alors, il y a justement, puis tu t'es intéressé essentiellement aussi, alors ça concerne bien sûr toujours la SNCF, le tunnel du Mont Blanc. Le Oui, tunnel du Mont Blanc où le 24 mars 1999, si je reprends mes notes, il y a eu ah, oui, 39 morts dans un ouais. accident très grave et Mm. le tunnel a été fermé pendant 3 ans. 3 ans. Alors à Oui, ce c'est ça. moment-là, bon, toi, comment tu réagis puisque vous êtes en Savoie, à Chambéry, les premiers concernés? Alors, déjà, il y a les camions qui sont déviés non plus du tunnel du Mont Blanc, mais sur le tunnel du Fréjus qui est à Modane. Donc, il y a un flux de camions incessants qui passent à Chambéry. Et en tant que cheminot, nous, ce qu'on demande depuis des années, c'est le ferroutage. Justement, on se rend compte que toute cette noria de camions pourrait être sur les trains et qui n'engendrait pas ces accidents qu'il y a eu au tunnel du Mont Blanc et qui peuvent aussi avoir lieu dans tous les tunnels. Et c'était un peu cela qu'on demandait à ce qu'il y ait des camions sur le train. Mais par contre, des flux qui partent du nord de la France jusqu'à bon, l'Italie, l'Espagne, mais tout ça, on se rend compte que c'est très peu fait au niveau de la SNCF. Et même au niveau de la SNCF, on ne veut plus tellement faire de fret parce que la SNCF aussi a ses camions. La SNCF, est, je ne veux plus les chiffres en tête, mais je crois qu'il est le deuxième transporteur en France. Donc, routier, pardon, je m'excuse, il faut que je précise le mot, transporteur routier. Donc, avec le Géodis, le Calberson, tout ça, tout appartient à la SNCF via ses filiales, bien sûr. C'est pas le mot SNCF qui est marqué sur ses camions, mais c'est la filiale SNCF Fret Transport. Alors, Et c'est donc contre la réouverture, on peut dire, du tunnel, Greenpeace s'est mobilisé. Hein. Il voulait oui, faire, dit-il, de cet exemple, le Larzac du lobby du transport à l'époque. voilà. Alors, je pense que c'était le directeur à l'époque, c'était Bruno Robel. Bruno Et, Robles, tout à fait, ouais. et tu l'as rencontré à cette époque, tu as rencontré les gens de Greenpeace à Chambéry. Oui, oui, on les a. Alors Chambéry, il n'y avait aucun groupe sur Chambéry, il y avait juste un groupe local à Grenoble. Et donc c'est ce groupe local de Grenoble qui était venu manifester à Chamonix. Et après, on a fait aussi une manifestation en Maurienne où justement Bruno Rebel a été le premier directeur de Greenpeace France à être inculpé et condamné. Et donc là, j'ai rencontré ce groupe local de Grenoble. Et puis bon, j'avais déjà mes convictions environnementales. Et en discutant, il me dit ah, oui, c'est vrai que Chambéry-Grenoble, il y a 80 km. Bah, je ne trouvais pas ça logique de faire, parce qu'il y a plus de trains en soirée, faire de la voiture seule pour aller à une réunion. C'est illogique. Donc, je leur ai demandé des renseignements, qu'est-ce qu'on pouvait faire localement. Et après, il m'a dit bah, si c'était Laurent Torres qui était chargé du groupe local, mais bah, si des fois vous êtes plusieurs sur Chambéry, faites un covoiturage et venez à nos réunions. Et c'est comme ça que pendant un an et demi, un petit groupe de Chambériens allait aux réunions du groupe local de Greenpeace de Grenoble. Comment tu as trouvé les militants de Greenpeace par rapport aux militants de Solidaire, par exemple, les syndicalistes? Comment ça fonctionnait? Eh bien, je vais dire, c'est à peu près pareil. Dire la solidarité entre les personnes. Euh, quand quelqu'un est dans le besoin, on va dire comme ça, il y a toujours quelqu'un qui est là pour l'aider. Et que ce soit dans Greenpeace ou dans Sudrail Solidaire, c'est cette même pensée qui est là. Et Alors déjà, là, oui, oui. dans Solidaire, il y avait déjà ce côté environnemental qui était présent. Il n'y avait pas encore la commission
solidaire environnement ou écologie, c'est appelé comme ça après, qui s'est créé, mais le côté environnemental, social et écologique était déjà présent dans Sudrail et dans Solidaire. Alors justement, Christian Mailleux a écrit un article dans les dernières Utopiques sur les 50 ans de l'écologie dans la CFDT, enfin au tout début, puis ensuite dans Solidaire, etc. Donc il parle de tout ça, du comité Malville, il parle justement de ce qui concernait déjà dans ce syndicat l'écologie, ce qui était très rare parce que c'était très peu répandu dans les autres syndicats. Oui. C'était, voilà, oui. Alors là, on parle à peu près des années 2002-2003. Hein, et je crois que c'est en 2003 que tu crées le groupe local de Chambéry. Tout à fait. On a réussi à monter un groupe d'une dizaine de personnes sur Chambéry qui allaient justement à cette réunion mensuelle à Grenoble. Et il y a eu l'incident à Gy-sur-Isère, le premier incinérateur effectué en France. Et le chargé de campagne toxique et chimique de Greenpeace France cherchait un correspondant local pour aller à toutes les réunions qui se faisaient sur Gy-sur-Isère. Et il a demandé si des fois Grenoble pouvait faire quelque chose. Puis, vu qu'on était un groupe d'une dizaine de personnes, on a dit pourquoi pas monter un groupe local à Chambéry et partir justement pour dénoncer l'incinérateur de Gy-sur-Isère. Et c'est comme ça que le groupe local de Chambéry s'est créé. Alors là, qu'est-ce que tu as fait pour Greenpeace? Tu n'es pas allé qu'assister aux réunions. Je suppose que tu as quand même fait comme on dit, les activistes de Greenpeace, tout de suite, ils se mettent en action. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à cette époque? Non, on dénonçait justement les faits qui s'étaient déroulés à Gy-sur-Isère, hein, la pollution à la dioxine, les moutons, tous les vignobles, les champs les pommiers qui étaient infectés et dont les agriculteurs n'avaient plus le droit de travailler. Donc on a fait la dénonciation de cette toxicité et puis de ce phénomène de rejet de polluants dans l'air. Et on a demandé aussi justement qu'il y ait plus de recyclage. C'est là aussi que le recyclage a commencé à se faire au niveau national. Hein. Ce n'était pas qu'à Chambéry. Et on a demandé à ce qu'il y ait du recyclage et qu'il n'y ait plus de rejet dans l'atmosphère de ces déchets toxiques. Donc on participait aux réunions, on faisait remonter ce qu'il disait aux campagneurs, aux chargés de campagne de Greenpeace toxiques et chimiques. Et après, il venait de temps en temps sur Chambéry pour justement assister ce petit groupe de militants qui avaient agi sur Isère. C'était que des citoyens à la base. Donc tout ce qui était reconnaissance, l'expertise de la toxicité, les gens n'avaient pas grand-chose. Donc on les a un peu aiguillés, dire allez voir tel laboratoire. On était un peu l'entraide, on faisait de l'entraide avec eux. Ouais, c'est ça. Alors là, on parle des années 2003, quand ça commence. Tu as connu à ce moment-là, il y a eu de nouveaux directeurs, il y a eu Pascal Husting, oui. Tu as connu. Tu as connu Katia Canas. Aussi. Voilà. Oui. Et puis, à partir du moment où tu es le responsable du groupe de Chambéry, tu participes à l'Assemblée statutaire. Alors, je participais en tant que groupe local à l'Assemblée statutaire, et c'est comme ça que j'ai connu l'Assemblée. Et après, l'amitié dans le groupe ont fait que il y a des places qui vont se libérer. Parce qu'avant, il fallait être coopté pour être à l'Assemblée statutaire. C'était pas comme cette année où il y a eu une élection. Avant, il fallait être coopté par 3 personnes pour pouvoir rentrer dans l'Assemblée statutaire. Donc, on m'a demandé, est-ce que tu as envie de rentrer à l'Assemblée statutaire de Greenpeace France? Et que j'ai postulé et j'étais dans cette assemblée dans laquelle on a fait partie. C'est là qu'on s'est connus. C'est là qu'on s'est connus. C'est là qu'on s'est connus. Alors, comment ça te semblait cette assemblée statutaire par rapport aux autres lieux où tu avais l'habitude de militer, par exemple dans les syndicats? Ça devait être un peu différent quand même. C'était très différent, justement. Là, c'était la contradiction complète.
pas d'ouverture. C'est-à-dire, on acte les choses. On n'a pas le droit, enfin, si on a le droit de parler, mais il fallait rester dans la ligne politique de M. Husting. Et ça, mon caractère n'était pas. Donc, j'ai jamais pu m'entendre avec Pascal Husting. C'était ce que j'appelais mon ami intime. Voilà. Et j'étais pas tout seul. Il y avait eu aussi Fabrice Nicolino, Oui, Nicolino. avec qui on a bien participé quand il y avait eu le Clémenceau et que Greenpeace, quoi, Pascal Husting, je ne vais pas dire Greenpeace, parce que Greenpeace n'a rien à voir là-dedans, c'était le caractère de Pascal Husting. Il avait dit oui, Greenpeace a fait que le Clémenceau a pu partir, alors qu'il y avait des collectifs de marins et de personnes travaillant dans l'amiante qui s'étaient déjà mobilisés et Greenpeace était arrivé en soutien. Donc, ce n'était pas nous les précurseurs de cette campagne contre le Clémenceau. Et on avait dénoncé ça avec Fabrice, et puis Pascal Husting n'était pas content. Mais bon, c'était Pascal Husting, avec un caractère fermé. Et tu as connu aussi Katia Canas. Aussi, oui, ouais, qui était l'une des fondatrices de Greenpeace France. Tu participes à une campagne antinucléaire à Cherbourg. Alors, Oui. qu'est-ce que tu avais contre le nucléaire? Ce que j'ai toujours contre le nucléaire, bah, le nucléaire, c'est une source déjà qui fait travailler l'armée. Parce que pourquoi il y a du nucléaire en France? De Gaulle a lancé la construction des centrales nucléaires parce qu'il a voulu avoir à tout prix l'arme nucléaire pour contrer un peu les Américains et la Russie. Et c'est simplement ça. Et après, on se rend compte de tous ces déchets nucléaires qu'on va laisser aux générations futures et dans lesquels, même encore aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire. À la Hague, ça déborde de déchets et c'est pour ça qu'ils ont un projet de les enfouir à Bure. L'enfouissement, c'est comme si on mettait la poussière sous notre tapis quand on fait notre ménage à la maison. Ce n'est pas une chose qui est durable. Non, c'est l'utilisation du nucléaire est une énergie qui est très néfaste pour la société et puis pour la paix. On a tous les jours des morts au Mali, des militaires qui sont là pour surveiller les mines d'uranium. Et sous l'égide des terroristes de Daesh, mais il n'y a pas que les terroristes de Daesh. Pourquoi le Mali? On pourrait se développer de tout partout en Afrique. Mais on a des intérêts économiques miniers au Mali, et c'est pour ça que l'armée est là-bas. Et on se rend compte que toute la filière nucléaire n'est pas une filière pacifiste. On est là pour faire la guerre, et simplement. Alors effectivement, bon, l'armée, je suis d'accord avec toi, est présente là-bas, pas tellement pour protéger les Maliens, mais surtout pour protéger les intérêts français. Alors, en ce qui concerne l'uranium, bien sûr, c'est le Nord Niger avec Areva, et une région que j'ai connue, moi, il y a très très longtemps, où on pouvait circuler librement. Aujourd'hui, c'est complètement militarisé. Et puis, au Mali, il y a tes copains du pétrole là, qui ont encore trouvé, Total, qui ont trouvé du pétrole. Donc, ils sont en train de faire des forages là-bas, de la région de Kidal. Et justement, c'est une région où même les militaires maliens n'ont pas le droit de rentrer. C'est vraiment les Français qui surveillent tout là-bas. Parce qu'il s'agit de surveiller la compagnie Total et d'autres compagnies qui travaillent là. Ouais. Il y a un gros dossier sur Total, mais là, c'est pas Greenpeace, ça n'a rien à voir. Hein, où je ne sais plus qui a fait une étude sur Total et s'est rendu compte que tout partout où Total s'implante, il y a une guerre qui va être déclenchée ou qui s'est déclenchée juste avant. Que ce soit l'Angola, que ce soit le Mozambique, partout. Le Yémen, l'Arabie, tout ça. Oui, ouais. Donc à Cherbourg, donc c'était contre le nucléaire, mais après, moi je constate que dans la presse locale de Chambéry, on parle beaucoup de toi quand même. J'ai vu un article le 14 novembre 2009. Tu as fait une action justement contre les stations de Total. Oui, mais là c'est dans le cadre de Greenpeace, c'est tout à fait. Alors, c'était pour quelle raison que tu t'attaquais à ces stations de Total? Enfin, que tu dénonçais, tu les attaquais pas. C'est toujours sur les forages pétroliers.
au niveau des océans, on se rend compte que quand Total, là, encore cette année, l'année dernière, va faire des forages, ils font des trous dans la mer, mais dès qu'il y a une fuite, on ne sait plus comment combler cette fuite. Donc, c'est toute cette industrie polluante qu'on dénonce. Donc, en 2009, mais je recherche l'article de presse et je ne sais pas, toi, moi, j'ai pas tellement d'articles, je ne regarde pas les Et puis, anciennes. bon, et puis le 7 décembre 2019, on parle encore de toi dans la presse. Ah Et oui, là, on te cite même, parce que, alors là, c'est contre Areva, contre les déchets nucléaires qui transitent par la Savoie. Et M. Thierry Villiers écrit, ou dit, c'est rapporté par le journaliste, ouais. l'industrie nucléaire ne supporte pas la transparence et espère sans doute reprendre discrètement son sale business. Nous sommes là pour l'en empêcher. Alors Oui, parce vous êtes... que Oui, oui, il y avait des convois nucléaires qui, l'Italie a démantelé toutes ses centrales nucléaires, mais les déchets, il y a un accord fait entre la France et l'Italie. La France a acheté une partie de l'électricien italien, mais en contrepartie, la France récupère les déchets nucléaires. Donc, les déchets nucléaires italiens passaient sur Chambéry, et bien dans toute opacité, et par le train ou par camion? par le train. Et c'était toujours tous les 3 mois, le lundi matin à 9 heures que ce train passait. Donc, c'est réglé comme, bah, c'est militaire, de toute façon, c'est une organisation militaire, c'est carré. Donc, tous les lundis, tous les 3 mois, on était au bord des voies pour dénoncer ce passage de convoi nucléaire. Et même en gare, j'allais voir mes collègues, ils n'étaient pas du tout informés de ce passage de train. Et ce passage de train, le wagon, ou les wagons passaient sur le premier quai devant la gare. Ce n'était pas un quai éloigné des passagers. Donc les gens qui étaient dans la gare voyaient passer le train sur le premier quai. Et comment tu as repéré ce train? Comment on sait que c'était un train qui transportait des déchets nucléaires? Alors, les wagons sont spécifiques de nucléaire, ce qu'on appelle les castors. Donc, ils ont une forme vraiment spécifique. Et puis, c'est en observant, simplement. Ah oui. En Et, regardant, c'est bizarre, il y a un convoi qui est passé. Puis après, de fil en aiguille, il y a un deuxième convoi. Puis, tiens, ça fait 3 mois. La dernière fois, c'était un lundi à telle heure. Là, ça fait 3 mois. Lundi à telle heure. Je dis, on va regarder 3 mois plus tard. Et 3 mois plus tard, on voit passer encore un autre wagon. Je dis, ben là, c'est millimétré. On sait que dans 3 mois, tous les 3 mois, il y avait un wagon qui passait. Et ça a été pendant quelques années. et quand Greenpeace l'a dénoncé, est-ce que ça s'est arrêté par la suite? Alors non, 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 ils ont continué. Et là, depuis 2019, 2018, oui, peut-être, oui, non, même avant, 2020, peut-être, les convois ne passent plus. Ah oui. Et on ne sait pas pourquoi. Il manque encore il y avait normalement 25 tonnes de déchets nucléaires à venir en France. Et là, on est à 16 tonnes, donc on n'est pas dans le volume actuel. Mais à savoir qu'à La Hague, ils n'ont plus la capacité de recevoir des déchets aussi. Donc là, c'est pour ça qu'ils cherchent en ce moment à se libérer de tous ces déchets nucléaires. Et il y a des lois qui voudraient, comme dans les années 2000, mettre des déchets faiblement radioactifs dans nos casseroles ménagères. Ça avait été abandonné pendant pas mal d'années. Et l'État français, en ce moment, Macron, est en train de relancer ce processus pour remettre encore des déchets nucléaires faiblement radioactifs dans l'alimentation de chacun. Alors, je vois le 21 2010 à Aix-les-Bains. Alors Oui, là, il y a encore une manifestation de Greenpeace contre oui, les ordures ménagères déposées. On dépose des ordures ménagères toujours devant oui. Areva, décidément Areva. Areva, hein, qui dénonce. Alors là, c'est d'autres convois qui venaient pas d'Italie, mais qui allaient en Russie. Ah, oui, voilà, il y a eu ça aussi. Donc là, la manifestation qu'on a fait, c'était de dire, ben, on a fait des sacs poubelles qu'on a déposés devant le site d'Areva pour leur dire, ben, ce sont nos déchets ménagers
puisque vos déchets, vous les renvoyez en Russie, ben nous, nos déchets personnels, on vous les donne. Vous voulez gérer des déchets, on vous donne des déchets. Donc, c'était un jeu de mots, mais c'était un peu ça. Comme ils ne voulaient plus de plutonium en France, donc via la Hague, ils faisaient passer ces convois et après, ils allaient en Russie où ils étaient stockés à plein air. Et ils sont toujours stockés en plein air. Et Greenpeace International a dénoncé ce fait que la France participait à contaminer d'autres pays, alors que dans la loi internationale, il est interdit de déposer des déchets nucléaires. Chaque État doit avoir sa gestion de ses propres déchets. Mais sous prétexte que la Russie faisait du recyclage, le mot qu'ils emploient, hein, du recyclage, donc ils les envoyaient en Russie. Mais il n'y avait aucun retour de Russie. Ils sont entreposés, ces déchets, et ils resteront à vie peut-être, mais avec un taux de dangerosité énorme. Alors, c'est vrai que militer en Russie pour Greenpeace, c'est pas facile. Non, Il y a eu justement cette fameuse arrestation du bateau, là, Free Arctic 30, etc. Ouais. Et là, il y a eu des gens encore qui se sont mobilisés, je lis, à Chambéry, donc Oui. tu devais en faire partie, je suppose, Oui, bien sûr. et qui se sont accrochés à une grille symboliquement puisqu'on mettait les militants de Greenpeace dans une prison, ils ont été emprisonnés pendant plusieurs mois. À ce moment-là, vous avez fait ça c'est comme là, alors là, c'est du théâtre, ça. Oui, oui. Comment ça a été perçu par la population? Bah, les gens n'étaient pas du tout informés de cet événement. Donc, non, les gens ont bien participé. Il y avait des pétitions, donc on a fait signer ces pétitions. Non, ils étaient très actifs, les gens. Donc, en leur disant, bah, nous aussi, on veut être enfermés, parce qu'on est solidaires de nos collègues qui étaient sur ce bateau, et qui avaient été arraisonnés dans les eaux internationales, et que la Russie avait mis en prison, bien sûr. Mais alors toi, en tant que responsable du groupe local, tu es un peu à l'initiative de ces idées. Qui est-ce qui amène ces idées? Non, là c'était une campagne, c'est une journée nationale de mobilisation. Donc c'était tous les groupes locaux de Greenpeace qui s'étaient mobilisés ce jour même. Et pour faire remonter justement à l'ambassadeur pour qu'il y ait une libération de nos collègues. Moi c'était une journée nationale, je n'étais pas vraiment l'initiateur de cette journée. Oui, d'ailleurs, il y avait eu ce jour-là aussi une manifestation sur la place de la République à Paris, donc où il y avait les directeurs actuels et anciens directeurs de Greenpeace qui s'étaient réunis. À l'époque, il y avait Jean-François Julliard qui était déjà arrivé comme directeur de Greenpeace. Mais il avait retrouvé Bruno Rebel et l'ami Pascal Lustig. Bon, alors, donc là, on est toujours dans Greenpeace. Toi, tu es toujours à Greenpeace. Oui, je suis toujours coordinateur du groupe local de Greenpeace avec Lina, qui est ma femme, que j'ai connue justement en 2004 à Cherbourg lors des mobilisations contre le transport de ce plutonium militaire américain qui était venu se faire retraiter à Marcoule pour faire du MOX. Le MOX qui est un comburant qui est une matière pour rentrer dans les centrales nucléaires. On met un peu de plutonium et un peu d'uranium pour faire ce MOX. Et c'est comme ça que la France essaie d'éliminer tout doucement aussi son stock de plutonium via les accords internationaux d'élimination des stocks militaires de plutonium. Alors, c'est formidable d'avoir épousé une militante aussi de Greenpeace. Comme ça, vous pouvez être d'accord et ça fait grossir le groupe de Greenpeace, là. Oui, tout à fait. Ouais. Bon. Bien sûr. Et c'est quand même important aussi de partager les mêmes idées. Alors, sur le Greenpeace, bon, c'est une association qui défend l'écologie et qui défend normalement aussi la paix. Alors, j'ai bien aimé ton mot, normalement, oui, bien sûr. Parce que à la fin de Greenpeace, il y a quand même Peace, oui, bien sûr.
Ouais. Alors, quelle est ta position, toi, là-dessus? Et ben, ma position, c'est que le mot pisse, on l'oublie un peu trop. Ou il a été oublié à une certaine période et on ne le remet plus assez en avant. Et c'est un peu dommage, ouais. Et, bon, je conçois qu'il y a d'autres organisations, mouvements de la paix, de mouvements pacifistes, hein, certes, mais la base était quand même de Greenpeace, était quand même là contre les essais nucléaires il y a 50 ans. Oui. On va fêter cette année les 50 ans de Greenpeace, hein, euh, au Canada pour l'utilisation de l'arme atomique. Et malheureusement, le côté paix n'est plus Oui. assez mis en avant dans Greenpeace. Mais comme tu le disais, on fait surtout de l'écologie, mais on n'a pas la branche pacifiste qui est pour moi le côté prédominant de Greenpeace, hein, qui est plus là. Alors, c'est pour cette raison d'ailleurs que moi je fais aussi partie de l'Union pacifiste. L'Union pacifiste, je le rappelle pour les auditeurs, mais toi aussi peut-être que tu le sais, c'est une association qui est rattachée à l'Internationale des résistants à la guerre, qui a été créée avant le mouvement de la paix, puisqu'elle a été créée après la Première Guerre mondiale, en 1920. Le mouvement de la paix a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. D'accord. Mais elle a été créée surtout par des quakers, des protestants et des anarchistes. Ce qui fait que, bon, on n'est pas toujours perçu de façon importante, mais nous avions, pendant la guerre d'Algérie, beaucoup d'avocats qui défendaient, bien sûr, tous ceux qui refusaient d'aller à la guerre d'Algérie, qui étaient emprisonnés, etc. C'était surtout la grande période. Aujourd'hui, forcément, c'est effectivement ce côté pacifiste n'est pas tellement pris en compte par les jeunes. Alors, j'ai eu des conseils qui m'ont été donnés par Jean-Luc Thierry, que tu connais peut-être. Jean-Luc Thierry, Oui. il a été aussi à Greenpeace, Greenpeace, ouais. surtout dans les campagnes antinucléaires, lui. Ouais. Il a été un des premiers avant Yannick Rousselet. Et justement, quand je lui disais, mais comment on va toucher les jeunes pour leur faire partager cette histoire, disons, du pacifisme, Ouais. alors moi j'avais une idée, c'était de le regrouper avec Total, c'est-à-dire qu'avec le pétrole, où justement il y a qui est à la fois une importante pollution dans le monde de pétrole, mais en même temps source de violence et de guerre, Ouais. comme on sait partout. Et puis Thierry m'a dit, ce qui est intéressant aussi, c'est de parler des smartphones qu'utilisent beaucoup les jeunes, parce que là, il y a beaucoup de matières rares Ah, qui sont aussi source de violence, notamment au Congo-Kinshasa, et puis dans beaucoup d'autres régions où il y a toujours des guerres, c'est-à-dire ouais. pour obtenir c'est ça. Ce minerai Alors, rare. voilà, parce qu'on s'intéresse, nous, beaucoup aux jeunes. Toi aussi, D'accord. tu t'intéresses beaucoup aux jeunes, Oui, parce que je crois que tu as des enfants. j'ai deux garçons, tout à fait. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, quand on s'intéresse aux jeunes, on se dit il faut qu'ils soient informés sur les risques qu'ils peuvent avoir et qu'ils puissent les prévenir. Alors, donc tu continues à t'occuper de la FCPE, tu m'as dit. La FCPE, c'est l'association, bien sûr, pour l'éducation nationale, Oui, c'est ça. des parents d'élèves, association Parents des d'élèves. parents d'élèves, plutôt à gauche. Le président actuellement de la FCPE est aussi quelqu'un qui est assez actif actuellement. Et alors, pourquoi tu t'es engagé comme ça à la FCPE? Simplement parce que tes enfants étaient à l'école ou parce que aussi tu as essayé d'influencer avec des idées que tu as? Non, non, parce que mes enfants sont à l'école, et puis que la FCPE, c'est vraiment la pensée du mouvement des représentants des parents qui me convient. Ou, comme tu l'as dit, un peu de gauche, certes, mais on a quand même des idées qui sont plus évoluées que d'autres syndicats de parents, ou syndicats ou groupes de parents. C'est pour ça que je suis parti à la FCPE, bien sûr. Et la FCPE, je l'ai connue qu'au collège, que en école, parce que je suis parent d'élèves depuis la maternelle, depuis que mes enfants sont en maternelle. Et en élémentaire, il n'y avait pas de représentant des parents. Encarté, je veux dire, comme ça. Il
y avait des représentants de parents, mais non encartés. Mais alors, tu t'es pas contenté de la FCPE parce que je vois que tu as créé aussi la maison de l'enfance, c'est ça? Ah non, je suis au bureau de la maison de l'enfance Ah, de la Gaminière. alors Non, non, qu'est-ce non, que j'ai c'est pas. la maison de l'enfance? Bon, la maison de l'enfance, c'est une structure qui reçoit des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, de petite enfance jusqu'à 12 ans, dans le quartier où j'habite. Et Donc, on fait est-ce des que, animations pour les enfants, les activités tous les mercredis et les samedis. mais alors, ces enfants, tu penses qu'ils ont besoin de soutien aussi parce que certains ont parfois des difficultés d'abord à l'école Ouais, et il y a du soutien ensuite, scolaire tous les jeudis soirs dans la structure. est-ce que tu as remarqué que justement parmi cette population de jeunes enfants, il y en a qui ont des difficultés, non seulement à l'école, mais après, même pour trouver du travail dans leur quartier, etc. Est-ce que ça se passe aussi À Chambéry, à oui, Chambéry? oui, oui, oui. Non, non, il y a une grosse difficulté de travail, et puis même nous, le quartier, ils n'ont pas tellement d'endroits pour. Alors, le quartier est en rénovation urbaine depuis maintenant 4 ans. Donc, le maire LR, qui n'est pas repassé bizarrement cette année, euh, a trouvé que le niveau social n'était pas assez élevé dans notre quartier, qui était l'un des quartiers où le loyer était le plus faible. Donc, il a lancé un programme de rénovation du quartier, et ce qui a fait que toutes ces personnes qui étaient en grande difficulté sont toutes parties dans d'autres quartiers plus populaires. Alors que là, dans notre quartier, il y a quand même une mixité entre les gens à faible revenu et revenus moyens comme nous. Et là, maintenant, il a créé une espèce de ghetto, je veux dire, le mot malpropre qui est le mot ghetto, mais il a créé un ghetto en les remettant dans un quartier qui était déjà en surpopulation de personnes en difficulté. Voilà. Alors, j'ai l'impression que ça te préoccupe, Oui, effectivement, ces problèmes qui concernent la jeunesse, non seulement parce que tu es papa, mais oui, aussi, mais pas que. Pas que. mais aussi Il parce n'y a que pas que tu... il y a les parents aussi, il n'y a pas que les enfants, les parents aussi. Il Oui, faut et aussi puis, qu'il y ait une mixité. Ce sont surtout des personnes étrangères. Donc, quand on était en maternelle, on faisait des activités lecture et on faisait lire les parents, c'était surtout les mamans qui venaient, et aussi les enfants. Et ça, c'est superbe. alors pour les enfants, justement, je vois que tu as adhéré à notre collectif non au SNU, non au Mhm. Service national universel. Ouais. Alors, ce Et, service national universel, puisque tu as adhéré, disons, avec Chambéry, hein, enfin avec le j'ai monté, ouais, collectif Chambéry. Alors, j'ai monté un comment tu as collectif. procédé? Alors, raconte-nous tout Ah, ça. oh, c'est très facile, quoi. Avec toutes mes connaissances depuis longtemps. Donc, je connais beaucoup de personnes de la LVH, la CGT, parce que on peut être assuré et puis connaître des gens à la CGT. Donc, il y a eu un panel de personnes que j'ai interrogé, savoir s'ils étaient intéressés pour monter un collectif anti-SNU, la FSU aussi. Euh, et ces personnes m'ont dit, bah oui, ce serait pas mal de faire quelque chose sur place. Et donc, voilà, on a lancé depuis un an, mais bon, avec le Covid, ça a été un peu tout cassé, ce collectif anti-SNU 73. Et avec aussi la libre pensée. Peut-être que tu connais ce Ah mouvement. oui, très bien. Voilà, qui est le mouvement le plus actif dans le collectif. Ouais, et Oui, pourtant, ce ne sont pas des personnes, euh, j'aime pas cette connotation, c'est pas c'est des personnes retraitées, hein. Donc on oui. peut dire qu'ils pourraient laisser un peu la main aux autres, mais ce sont elles qui sont les plus actives, comparé à d'autres personnes plus jeunes qui pourraient être plus actives dans ce collectif. Oui, Donc, d'ailleurs, quand on a lancé, on a eu l'idée de lancer à l'Union pacifiste cette opération. oui, Bon, est venu bien sûr Christian Mailleux de Solidaire qui nous a beaucoup aidé par la suite parce que lui était objecteur de conscience, a oui, été défendu par l'Union pacifiste à une certaine époque d'accord. et sont venus aussi
notamment Jean-Marc Schiappa de la Libre Pensée, qui est un historien, et qui avait publié un mois ou deux avant un dossier comparant donc ce service national universel au chantier de jeunesse de Pétain. Ah oui. Donc, ils avaient fait un dossier très important là-dessus, et bien sûr, ils étaient très en pointe déjà, et tout de suite, ils ont adhéré, bien sûr, soutenu et organisé même quelques conférences en France. Ces conférences, d'ailleurs, qui ont été un peu arrêtées à cause des contraintes sanitaires, si on peut dire, parce que voilà, donc on n'a pas pu faire tout ce qu'on veut. Mais ce collectif Non-SNU donc continue à vivre. Nous avons aujourd'hui même envoyé un communiqué pour réagir, puisque il doit redémarrer cette année avec 25 000 personnes et la propagande a démarré pour recruter ces 25 000 volontaires. Et Madame Sarah El Haïry, qui remplace bien sûr Monsieur Gabriel Attal dans cette opération, nous a assuré que ce service serait obligatoire en 2026. Alors d'ici là, il peut se passer des choses, mais enfin pour 28 000 personnes de la tranche d'âge, garçons et filles. Donc effectivement, on a du boulot pour essayer de freiner cette opération. Surtout avec la loi qui vient de passer, la loi sécuritaire. Dedans, il y a le continuum sécurité. Je ne sais pas si tu as vu le truc que Charles Collomb a lancé. Et on se rend compte qu'ils veulent monter en puissance les agents, les vigiles, on va dire comme ça, hein, où ils ont droit à avoir maintenant peut-être la matraque, puisque c'est en cours, la matraque, mais ils sont en train de monter les niveaux. Les polices municipales, quand il y a beaucoup de petites communes alentours, ce sera une police municipale d'agglomération, non plus dans chaque village. Donc on se rend compte que les personnes qui vont être sur le terrain, après, ça va être nos jeunes du SNU qui vont remplacer justement un peu et puis les premiers de garde. Quand il y aura des manifestations, les choses comme ça, c'est les premiers à être devant, et après il y aura les forces de l'ordre. Donc non, nos enfants ne sont pas là pour faire la chair à canon comme ça a été dit ou fait en 14, hein, quand on a envoyé tous ces jeunes au front, sachant qu'ils allaient mourir, alors que eux n'avaient pas du tout envie de faire cette guerre. Et vu l'insécurité, je dis insécurité, mais c'est pas terroriste ou quoi, c'est que le gouvernement nous fait croire qu'il y a une grosse insécurité et il nous faut monter en puissance nos jeunes pour leur dire attention, c'est vous qui allez nous sauvegarder. Et avec le Covid, c'était la même chose. Ils voulaient faire des jeunes qui allaient contacter des personnes pour savoir s'ils avaient bien mis l'application ou pas, ou s'ils allaient se faire vacciner. Non, nos enfants ne sont pas là pour servir l'État dans ce cadre-là. Alors justement, on a remarqué que ceux qui avaient fait la première phase de cohésion en 2019 et qui ont fait leur mission d'intérêt général, comme ils appellent ça, en 2020, l'ont fait en majorité dans la gendarmerie et la police. Oui. Oui, et ça. Souvent, c'était même une demande des jeunes d'aller dans la gendarmerie ou dans la police. Mais ces jeunes, si j'ai bien cru ou si j'ai bien lu les éléments, ce sont aussi des jeunes dont les parents faisaient déjà partie de cette même structure. Donc, bon, c'est un peu comme si le papa était pompier, l'enfant a envie de faire pompier ou autre métier. C'est souvent comme ça où les enfants suivent la voie des parents dans leur métier, hein, aussi. Mais là, on s'est rendu compte de ça. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un risque aussi pour les jeunes, justement, qui ne trouvent pas de travail, qui sont un peu perdus, comme ça s'est produit, par exemple, pour des jeunes qui sont dans les dom-toms, que ce soit à La Réunion, que ce soit même en Nouvelle-Calédonie, qui n'ont pas de travail, se disant, bon, ben, si je rentre dans l'armée ou si je rentre dans la police, j'aurai un métier. Oui, ils auront un métier, mais quel métier aussi? C'est ça. La société n'est pas faite pour faire pour promouvoir ces genres de métiers. Il faut que ce soit une volonté. Il faut que la personne, vraiment, elle sente ce métier. Mais si c'est pas sa volonté première, mais si c'est juste pour gagner sa vie,
La société n'est pas là pour ça. On est là pour faire travailler tout le monde, mais dans tous les métiers, et pas une certaine catégorie de métiers. Et tu as tout à fait raison. Peut-être on délaisse certains métiers pour qu'il y ait plus de personnes allant dans les corps régaliens. Oui, oui, c'est sûrement ça. Oui, d'ailleurs, ce sont des corps où ils ont beaucoup de mal à recruter actuellement. Oui. Ben, nous, l'année dernière, on a le 13e BCA ce sont les militaires hein, du GCR Alpin. Les jeunes de 3e devaient faire une semaine de stage en entreprise. Ben, ils nous ont relancé le collège parce qu'ils n'avaient pas eu de personnes, alors qu'il y a eu beaucoup de demandes chez les pompiers. Voilà. Donc on se rend compte que oui, les forces armées n'intéressent pas les jeunes. À part sur la vidéo, là où ils s'éclatent beaucoup, mais dans la vraie vie physique, non, ils n'ont pas envie de faire ce genre de métier. Alors donc, nous sommes d'accord pour essayer de les dissuader de s'engager dans cette voie, Oui, parce que si on partage en même temps notre désir de paix, on sait très bien que ce ne sont pas les guerres qui vont amener la paix. tout à fait. Ouais. Surtout les Bah, événements du moment ouais, où on fait ouais, la propagande de la peur, justement pour faire de la gouvernance, que ce oui, soit au niveau médical ou terroriste. exactement. Et Voilà. alors, j'ai vu aussi alors, quelque chose dernièrement, alors je ne sais pas si je l'ai vu sur ta page Facebook, un pique-nique résistant à Chambéry, qui a Ah, été fait le 27 juin 2020. Tu vois, je me oui. renseigne. Hein. Oui, Et alors là, c'est un groupe que je ne connaissais absolument pas, donc qui s'appelle le Conseil national de la nouvelle résistance. Alors, qu'est-ce voilà. que c'est ce Conseil national de la nouvelle résistance? Et ben, c'est Gilles Perret qui a lancé ce mouvement. Et pourquoi j'ai fait ce pique-nique sur Chambéry? C'était parce qu'il y avait deux groupes, environnemental et sociétal, qui travaillaient en parallèle et dans lequel je faisais partie. Le groupe Plus Jamais Ça et un groupe fait par la Fédération anarchiste. Et je me suis dit, pourquoi pas, il y a un élément qui veut faire un pique-nique, pourquoi pas utiliser cet élément pour faire de la cohésion entre ces deux groupes. Donc c'est un peu pour ça que j'ai lancé ce pique-nique. Et après, on m'a relancé pour monter un groupe local, comme ça, la CNNR. Et non, j'ai trop de choses en ce moment et il faut que ce soit des gens vraiment impliqués et libres pour faire cette démarche. Et là, comme je suis un peu trop impliqué dans d'autres structures, j'ai pas le temps de pouvoir le faire. Mais il y a deux personnes qui étaient prêtes à prendre la main pour monter ce groupe de CNNRR. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Mais là, c'est vrai qu'avec la pandémie, il n'y a plus de lieu pour se réunir. Donc là, toutes les initiatives populaires et sociales sont à l'arrêt. Voilà. Mais c'est Gilles Perret à la base, avec d'autres personnes. Il n'est pas tout seul. Donc j'ai plus les noms en tête qui montaient ce groupe. Un peu comme le Conseil national de la résistance, mais de la nouvelle résistance. Et tu penses qu'il faut une nouvelle résistance actuellement? Ah non, c'est pas qu'il faut une nouvelle résistance, il faut résister surtout. Il faut de la résistance. La nouvelle, je sais pas, mais il faut résister. Oui, bien sûr. Parce qu'autrement, on va se faire manger. Je vais dire comme ça, nos adversaires ont déjà un pas d'avance. Et nous, si on rebondit pas, on va être à la traîne tout le temps. Et là, oui, il faut de la résistance, que ce soit sociétale et environnementale. Oui, Bon, donc je vois que tu es toujours engagé, et c'est pour ça oui, sans doute qu'on fait tellement appel à toi. Tu dois être une merci. personnalité dans la région qu'on a repérée. Oui, oui, malheureusement. C'est le terme, malheureusement, parce que l'espace n'aime pas le vide, mais j'ai refusé des propositions de monter d'autres choses, hein, mais non, on peut pas. Il faut que moi je dis, les gens, s'ils ont des bonnes idées, c'est à eux de les mettre en œuvre. On peut après être là pour les aiguiller à un certain moment, comme pour le SNU. J'ai lancé le groupe, mais mon ambition, c'est pas de mener le groupe à long terme avec moi, mais que le groupe s'emprègne de la thématique et le fasse vivre.
Tiens, justement, au sujet du SNU, parce que, bon, nous autres aussi, nous l'avons lancé, nous sommes des retraités, des personnes âgées, bon, et on espère que ça va être repris par des jeunes, bien sûr, parce Oui, qu'ils c'est ont ça. leur méthode à eux de Oui, s'exprimer, oui, mais on a beaucoup de mal, justement, pour l'instant. On a dans le groupe des lycéens, on a dans le groupe quelques étudiants, mais ils ont tellement de problèmes, ces pauvres jeunes, mm, qu'ils ont du mal justement à s'organiser, à agir, mais on c'est aimerait ça. bien que ce soit eux qui le reprennent. Est-ce que tu penses Ouais. que ce sera possible un jour? Oui, 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 je pense que bon, il y a des mouvements de la jeunesse aussi. Demain, par exemple, il y a une journée de grève, hein. Je crois au niveau de Paris, c'est aujourd'hui, Aujourd'hui, des oui, les étudiants. étudiants. Et nous, sur Chambéry, c'est demain à 13h. Et oui, non, mais ils sont sensibles à cela, hein. Mais pas tous les étudiants, malheureusement. C'est encore des étudiants militants qui sont sensibilisés. Et ils ont beaucoup de mal avec leurs collègues de, d'école pour faire avancer la problématique. Ils ont, comme tu le disais, beaucoup de soucis au niveau de leurs études déjà, leur avenir. Et après, s'engager à côté de cela, c'est pas forcément évident pour eux. Mais c'est pour ça qu'on est peut-être, nous, un peu plus anciens, on va dire comme ça. Je ne vais pas dire vieux, j'aime pas ce mot-là. Vieux, je peux le dire pour moi, hein, ne t'inquiète pas. Non, parce que c'est pas. On peut être âgé dans l'âge et puis jeune dans l'esprit. Ça, c'est ma pensée. Alors, Donc, j'ai vu aussi une dernière chose, que tu étais très actif sur ta page Facebook. Il y a tu relais pas mal d'informations oui. régulièrement. Mm. Et donc, tu penses que c'est un moyen aussi pour faire connaître nos points de vue et tout ça? Oui. Maintenant, les réseaux sociaux, je veux dire, sont inséparables de notre vie collective. Que ce soit Facebook, Twitter, des éléments comme ça, hein. Et d'autres choses que les jeunes ont, je crois que c'est TikTok. TikTok, C'est un oui. nouveau réseau social des jeunes. Oui, il faut que l'information passe par là parce que maintenant les jeunes sont tous connectés. Et si on se dévie de cette nouvelle technologie, l'information ne passera moins bien. Et on s'est rendu compte aussi, je veux dire au niveau de Greenpeace, hein, avant on était vraiment que d'informations par papier ou autre, et on a été obligé de faire comme tout le monde, dire comme ça, de rentrer dans cette mouvance cyber où il faut tout faire par informatique. Oui, oui. Non, il faut le faire. Bon, eh bien, on l'a fait déjà aujourd'hui. Nous, on a utilisé justement un moyen de communication à distance. Oui, Bon, c'est très bien cet élément Zoom. C'est vrai qu'on ne connaissait pas avant, hein. Mais par non, contre, c'est un peu pervers parce que maintenant, il y a des éléments Zoom un peu à toutes les heures. Mais bon, ça, c'est. oui, oui. Maintenant, on est pris toute la journée avec ces réunions. On peut être pris toute la journée. Oui. Oui, entre la Ligue des droits de l'homme, le mouvement de la paix, bon, les amis du monde diplomatique. Même les institutions utilisent maintenant cet outil pour faire des conférences grand public. Et c'est intéressant parce qu'on peut avoir des éléments, mais après, c'est la disponibilité. Voilà. Ah ouais. Bon, eh Mais bien, tout écoute, n'empêchera pas qu'il faut le contact humain pour faire avancer les choses. oui.